de voix, vous vous posez énormément de questions sur vos droits. Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme dédiée qui vous édifie sur vos questions de droit. Bien avant, je vais vous demander de vous abonner afin de réagir pour favoriser une interaction indispensable à nos analyses. Car vos réactions sont nécessaires à l'amélioration de cette plateforme. Ne dit-on pas que le mauvais droit a la clameur fort grande? Bonne écoute avec notre professionnel du droit, M. Arsène Tour. Question de droit, c'est pour tout de suite. Bonjour. Avant d'aborder le sujet du jour, j'aimerais qu'il me soit permis au préalable de m'excuser auprès des followers parce que cette deuxième capsule de TV Questions de droit a été programmée le mercredi passé et nous n'avons pas pu la diffuser. Parce qu'en réalité, nos obligations professionnelles nous imposent des impératifs qui sont le plus souvent difficilement conciliables avec notre vie personnelle. Et donc, nous tenons à nous excuser auprès de nos followers. Justement, parlant de conciliation, vie personnelle, vie professionnelle, le sujet du jour a trait à cela. Au moins, notre manquement aura un fondement et un intérêt. Un membre du groupe a posé la question suivante. Une personne qui a eu des rapports sexuels avec la femme de son patron peut-elle être licenciée pour cela? Donc, reformulé en termes juridiques, on peut retranscrire la question de la manière suivante. Un salarié peut-il être licencié pour avoir eu des relations sexuelles avec la femme de son patron? Pour répondre à cette question, nous allons ici énumérer, dresser la liste des principes applicables à la cause de la matière avant d'essayer avec vous, bien sûr, d'envisager ce que peut être ou ce que peuvent être les solutions à cette question. Mais avant d'arriver à l'énumération des principes, il me paraît important de faire un petit rappel historique important. Il fut un temps dans ce monde où il existait ce qu'on appelle les clauses de non-convol. Les clauses de non-convol, ce sont les clauses d'après lesquelles un salarié s'engageait dans ce contrat de travail à ne pas se marier durant un certain temps. Ça pouvait être tout le temps du contrat de travail ou ça pourrait être un temps déterminé par le contrat de travail. Et forcément, une telle clause dont le caractère abusif est manifeste ne pouvait pas faire long feu. Et la communauté judiciaire, le monde du droit a réagi à cette clause et elle a été purement et simplement retirée à la suite d'un célèbre arrêt, l'arrêt Nikon. Et donc, avec l'arrêt Nikon, l'on s'est rendu compte que les contrats de travail étaient des textes par excellence, des réceptacles de violations flagrantes, manifestes, graves des droits les plus élémentaires des salariés. Comment peut-on obtenir d'un salarié qui s'engage à ne pas se marier, donc à renoncer à une vie de famille, parce qu'il doit travailler, parce qu'il doit se rendre compétitif, dit-on. Et c'est donc en réaction de cela, et suite à l'arrêt Nikon, que un dispositif, un arsenal juridique a été mis sur pied afin de protéger la vie personnelle du salarié. Et au premier rang du dispositif, on peut citer l'article 1er de la Constitution ivoirienne, pardonnez-moi, qui établit que l'État de Côte d'Ivoire protège les libertés. Quand on procède à une extension du statique, on se rend bien compte que cette protection des libertés prend en compte la vie personnelle et la vie privée des salariés. Après la Constitution ivoirienne, on peut aller trouver dans les articles 2 et 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a son répondant dans l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la disposition qui dit que toute personne a droit au respect de sa vie privée. Ensuite, il y a l'article 9 du Code civil qui est un peu une reprise des textes dont je viens de parler et qui dit que chacun a droit au respect de sa vie privée. Voilà.
On va arriver maintenant au texte le plus spécifique en la matière, le Code du travail, qui postule en son article 17.4 que le licenciement du salarié doit être fondé sur un fait, sur un motif qui est relatif soit à son aptitude au travail, soit à son insuffisance professionnelle ou bien à une faute disciplinaire. C'est les trois motifs que le Code du travail prévoit en justification du licenciement d'un salarié. Or, la règle générale en la matière, c'est qu'une faute disciplinaire qui justifie un licenciement doit avoir été commise à l'occasion du travail. Or ici, dans l'espèce qui est posée, il s'agit d'un rapprochement sexuel qui a eu lieu loin des frontières professionnelles. Le salarié a eu des relations sexuelles avec l'épouse ou la femme de son patron. Il s'agit de faits qui sont loin de la sphère du travail et donc qui ne peut pas être caractérisé comme faute disciplinaire. Cette faute, ce fait qui est loin, qui s'est déroulé loin de l'environnement du travail, peut-il justifier un licenciement? Et pour répondre à cela, un principe cartésien, pour parler un peu comme les mathématiciens, a été posé par un arrêt du 17 mai 97, 18 mai plus précisément, 97, qui disait que un fait qui est tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement. C'est-à-dire que il y a une séparation entre la vie du salarié quand il est en dehors du travail et sa vie quand il est aux heures du travail. Et le principe dit que, l'arrêt dit que quand les faits dont on parle se sont déroulés en dehors du travail, alors ces faits-là ne peuvent pas justifier son licenciement. Et ici, on se rend bien compte que les faits qui sont évoqués sont des faits qui sont déroulés hors du travail. Mais si on devait en rester là, si cette solution devait rester sans relativisation, il aurait fallu que l'on reconnaisse qu'une telle solution manquait de réalisme. Car même si le droit concède aux salariés son statut de personne physique qui a droit à un épanouissement et qu'en conséquence, qui a droit à la séparation nette entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, il faut aussi admettre que le droit reconnaît que l'entreprise est une personne morale qui, elle aussi, s'inscrit dans tout un environnement économique national qui doit prospérer et qu'à raison de cela, ses intérêts doivent être aussi pris en compte. C'est pour cela que la jurisprudence est allée plus loin en mettant en place 4 exceptions. C'est-à-dire qu'elle a laissé 4 portes ouvertes au patron afin de pouvoir épingler les salariés qui, quoique ayant agi loin de l'entreprise, en dehors des heures de travail, ont commis des actes qui, même s'ils sont loin de l'entreprise, peuvent être toujours attachés. Et il y a 4 exceptions à la matière. Première exception, lorsque l'acte commis par le salarié est constitutif d'un manquement de son obligation de loyauté vis-à-vis de l'employeur, en ce moment-là, cet acte peut servir de fondement au licenciement que l'employeur peut prononcer. Que signifie l'obligation de loyauté? Cette obligation tire son origine de l'article 1104 du Code civil qui dit que les conventions doivent être exécutées de bonne foi par les parties. Et traduit dans les termes, dans les relations de travail, cette obligation signifie pour le salarié qu'il ne doit pas porter de tort à l'employeur. Il n'y a pas de liste exhaustive d'actes qu'on peut qualifier de tort à l'employeur, mais toujours est-il que cette obligation est inhérente au contrat de travail. Donc, tout salarié est obligé de ne pas poser un acte qui soit analysé comme attentatoire aux intérêts de l'employeur. Première exception. La deuxième exception, c'est lorsque le fait incriminé se rattache à la fois à la vie professionnelle et à l'entreprise. C'est l'exemple du banquier qui a utilisé les services de la banque où il travaille pour escroquer. C'est-à-dire qu'il a, dans des rapports privés, en dehors de ses heures de travail, il a eu à escroquer des personnes. Mais pour escroquer, il a eu à utiliser les services de la banque pour escroquer.
Donc, quoi que le fait soit extérieur à ses heures de travail, donc à son travail, mais du fait qu'il a utilisé les services de la banque pour escroquer, alors le fait est rattachable à l'entreprise et à sa vie professionnelle. Et dans ce cas-là, l'employeur est fondé à utiliser ce fait comme justification du licenciement qu'il peut prononcer contre ce salarié. La troisième exception, c'est lorsque le manquement du salarié est, est un manquement à une obligation contractuelle. C'est l'exemple d'un salarié chauffeur dans une entreprise qui, en dehors de ses heures, de ses missions de travail, a eu son permis suspendu. C'est-à-dire il a commis des actes de violation du code de la route, mais c'était dans sa vie privée, personnelle, et là-bas, son permis lui a été arraché. Or, son statut de chauffeur, son poste de chauffeur de l'entreprise est justifié par sa détention du permis. Donc, dès lors que, à l'occasion d'un fait personnel qui s'est déroulé loin de l'entreprise, il a eu son permis arraché et que son permis est une condition de justification de son poste de l'entreprise, alors ce fait-là, c'est-à-dire la suspension du permis, devient un motif légitime, voire même légal, de licenciement pour l'employeur. Et la quatrième exception, c'est lorsque le fait qui est commis par l'employé est constitutif d'un trouble objectif à l'entreprise. Mais à ce niveau, il faut noter qu'il y a deux conditions cumulatives à respecter. Il faut que le fait qui est incriminé soit incompatible avec la fonction même que le salarié occupe au sein de l'entreprise. Et qu'ensuite, le fait incriminé soit aussi incompatible avec la finalité poursuivie par l'entreprise. C'est l'exemple à ce niveau, il y a deux exemples. Il y a d'abord l'exemple de l'expert comptable qui a détourné des fonds. Et ça, je pense que là-dessus, un membre du forum a posé un cas pareil auquel on a répondu, qui a suscité beaucoup de commentaires d'ailleurs à l'époque, à l'occasion. L'expert comptable qui, au sein d'une association, a détourné les fonds de l'association. Et on a voulu savoir, est-ce que cet expert comptable peut être licencié dans son entreprise sur la base de ce fait-là qui est loin de l'entreprise, de la banque? Et la réponse est là aujourd'hui. Lorsque le fait qui est incriminé cause un trouble objectif à l'entreprise, l'employeur peut se fonder sur ce fait-là pour licencier le salarié. Et il y a deux conditions à respecter. Il faut que le fait en question soit incompatible pardon, avec les fonctions mêmes du salarié et que le fait soit aussi incompatible avec la finalité poursuivie par l'entreprise. Et ici, pour ce qui concerne le comptable, on voit mal comment on pourrait avoir du mal à justifier que un expert comptable soit licencié parce qu'il a détourné de l'argent dans une entreprise. Parce que la fonction même du comptable veut que celui qui l'occupe soit de bonne moralité et d'une probité irréprochable. Donc, s'il établit que le salarié qui est comptable, expert comptable, est un détourneur de fonds dans une association, je pense qu'il y a matière à craindre que ce même expert comptable, ce salarié, soit aussi plus tard un détourneur de fonds de la banque. Donc, en l'occurrence, le patron est fondé à le licencier sur la base de ces faits-là. Il y a aussi le cas d'un salarié qui travaillait pour une entreprise et qui se fait livrer une revue pornographique. Je vais y arriver, c'est pas mon fort, donc ça se comprend. Sur le lieu du travail. Et malheureusement, comme c'est une entreprise qui agissait dans le milieu des enfants pour sensibiliser, j'ai oublié le nom, les enfants. Donc, l'entreprise a estimé que le fait pour ce salarié-là de se faire livrer une revue pornographique au travail, alors que ses fonctions font de lui une personne qui est censée sensibiliser les personnes contre ces pratiques, et que l'entreprise elle-même poursuit un but de sensibilisation contre ces pratiques, alors l'entreprise a été fondée et reconnue comme fondée à prendre une décision de licenciement. Donc, pour revenir maintenant au cas de notre question, le cas de notre salarié qui a coquifié son patron. Je pense que
parmi les quatre que je viens d'énumérer, les quatre exceptions que je viens d'énumérer, à savoir le manquement à l'obligation de loyauté, à savoir le fait qui se rattache à la vie professionnelle du salarié, à savoir le manquement à l'obligation contractuelle et à savoir enfin le truc objectif. Pour ma part, je pense que le casier dans lequel, si je devais défendre, si je devais défendre les intérêts du patron, le casier dans lequel je peux placer ce salarié et être sûr d'avoir plus de chances d'être fondé à le licencier, c'est bien le casier du manquement à l'obligation de loyauté. Car le bon sens qui est prescrit par l'article 1104 du Code civil qui dit que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et qui est repris par le principe du travail qui met à la charge du salarié une obligation de loyauté, c'est dans ce bon sens que on peut avoir plus de chances pour le patron à être fondé à licencier un tel salarié indélicat, car il s'agit bien de délicatesse. J'aimerais vous remercier sur ce mot. Et vous, si ce que nous faisons vous plaît bien, vous pouvez partager la vidéo. D'ailleurs, nous recommandons que vous la partagiez au maximum et que vous puissiez vous abonner à la chaîne TV Question des droits sur YouTube afin que vous puissiez être les premiers informés sur la publication de nos vidéos dans notre mission de sensibilisation pour le renforcement des capacités judiciaires de notre système judiciaire, mais aussi pour le renforcement de ce que nous appelons la conscience nationale de la judiciarisation des comportements, c'est-à-dire pour un recours systématique au règlement judiciaire des contentieux, des problèmes, plutôt qu'au recours au règlement des comptes entre personnes qui ne sont que le recours à la violence et au voies de fait. Et c'est à ce niveau que je vous dis merci. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour une autre question de droit, sur TV Question de droit, et selon que nous aurons les capacités et la force de le faire. Merci et à très bientôt. Au revoir.